Bonjour à tous. Le festival Série Mania s'ouvre aujourd'hui à Lille. Un point sur les tendances incontournables, la guerre qui a pris d'assaut les scénarios du monde entier, tout comme la question climatique ou le pouvoir au féminin. À travers les séries, une conversation mondiale s'est ouverte sur les grands sujets de société et les enjeux géopolitiques. Du macro au micro, les réalisateurs n'oublient pas l'individu, le groupe, la société, toutes deux présentées à Série Mania pour cette édition 2023. Deux séries, l'une dans la catégorie comédie, l'autre dans la catégorie format court. Deux séries bien françaises nous parlent de la vie avec tendresse et humour. Les caustiques et déjantées Rictus, coécrite et réalisée par Arnaud Malherbe, et Canis Familiaris de Joris Goulnock. Une émission programmée par Henri Leblanc et Laura Dutèche-Pérez, préparée par Sacha Mattei à la réalisation Félicie Faugère, avec Grégory Wallon à la technique. Aujourd'hui, jugé humiliant, dégradant pour l'autre mais aussi pour soi-même, le rire a été interdit. Sous le regard de tous les chiens qu'ils étaient des ancêtres avant que nous on était là. Oula, avant que nous on était là, ça se dit ça ? Dans cette société idéale et bienveillante, En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à chercher des bâtons, parce qu'avec lui, ça va être bâton. seule est tolérée une légère grimace en cas d'émotion ou de contrariété. Le rictus. Hyper embarrassant. Mix de vos deux séries Rictus, Canis Familiaris. Rictus, votre série Arnaud Malherbe pour OCS, Canis Familiaris, votre série Joris Goulnock pour Arte. Réalisateur et scénariste avec Marion Festraetz de Moloch, mini-série fantastique, mi-thriller, mi-conte social, mais aussi de Ogre, votre premier long métrage sorti il y a 2 ans, aux commandes de Rictus cette année. Bonjour Arnaud Malherbe. Bonjour. Bonjour, faites-moi un beau Rictus. Oh, il est pas mal du tout. Bienvenue dans un monde. C'est de la télé. C'est de la télé. Ça marche aussi à la radio. Bienvenue dans un monde où il est désormais interdit de rire sous peine d'être arrêté. Steph est un employé modèle. Il est interprété par Fred Testo. Sera-t-il celui qui déclenchera l'hilarité générale? Voilà, en gros, pour le pitch de votre série Rictus. Bonjour Joris Goulnock. Bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous à distance, en duplex chez nos camarades de France Bleu Gironde. Merci beaucoup à eux de vous accueillir chez vous. Ça à Bois-Sec. Canis Familiaris, c'est une mini-série diffusée sur Arte que vous avez écrite et réalisée, conçue, imaginée. C'est une plongée dans une communauté canine dont Max est le pilier, le chef de meute, leader respecté malgré la dépression qui le guette. Je ne vais pas vous demander d'aboyer. Sauf si c'est votre spécialité. Non, je le fais pas très bien. Pas très bien. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos chiens ? En réalité, ce sont des hommes, en fait. C'est une métaphore de société humaine, cette petite meute. Donc, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'il y a des acteurs. Ils nous ressemblent beaucoup. Oui, c'est ça. Ils nous ressemblent beaucoup. Et comme nous, ils tentent de vivre en société, et beaucoup de sentiments, de rivalité, d'amour, de jalousie sont mis en scène aussi dans cette série. Comme chez les hommes, vous allez voir, ça se passe comme ça sur Arte. Le rire tue, ensemble tuons le rire. Voilà pour la devise de votre série Rictus, Arnaud Malherbe, qui réunit un casting d'acteurs, là aussi d'humoristes tels Lison Daniel, Pierre-Emmanuel Barré, Constance Dolay. Après le fantastique, vous avez choisi la dystopie. Pourquoi ? Comment la dystopie s'est imposée pour vous comme un registre précieux finalement pour imaginer l'avenir ou pour raconter le monde qu'on vit tout simplement ? Je crois que c'est un des endroits les plus puissants justement des histoires. C'est-à-dire à partir du moment où on fait un pas de côté, c'est comme la poésie. C'est-à-dire qu'on fait semblant de ne pas raconter le réel et on passe par un autre chemin. Et en l'occurrence, le chemin de la dystopie, qui est donc très très rapidement le dysfonctionnement d'une utopie, c'est-à-dire qu'on part sur un imaginaire et on pousse une idée de société à son maximum, et à son maximum soit de sa terreur dans le cadre d'un film fantastique radical pour faire peur, soit dans le cadre de la comédie de le pousser au maximum de son absurde. Voilà, donc l'idée était là de réfléchir en s'amusant, un petit peu comme les jeux de société pour la famille, de se dire que si on poussait ce curseur au maximum en disant il existe une société dans laquelle il est interdit de rire, voilà, en quoi c'est intéressant, en quoi c'est flippant, en quoi c'est marrant. Nous, voilà, on a joué avec tout ça. Et vous, Joris Goulnock, qu'est-ce que cette transposition de la communauté humaine à la communauté canine vous a permis ? Disons que un petit peu à l'image de ce que dit Arnaud, moi c'est une réduction de société avec des règles plus simples. Et en fin de compte, il parlait de dystopie, mais bon, moi c'est un monde inventé aussi, où finalement chaque
petit règlement qu'on met en place, c'est un petit endroit de propos et sur lequel on peut converser, quoi, finalement. Et ça vous est venu comment? En regardant votre propre chien? En regardant mon propre chien et en faisant le constat que finalement, c'était la seule espèce qui, comme moyen de survie, avait décidé de répondre aux règles d'une autre espèce. En échange de beaucoup de liberté, de sécurité, au contraire, ils vont mettre de côté la liberté contre des croquettes et un panier, quoi. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait un lien, dans une certaine mesure, à ce qu'on peut vivre nous, dans nos emplois. Ah, vous pensez? J'ai été employé longtemps et c'est vrai que tout le confort que ça apporte, ça demande des horaires, des rapports de subordination, des choses à faire. Arte ne vous a pas domestiqué alors pour l'occasion. Vous avez trouvé dans la réalisation de cette série toute votre liberté? Alors là, oui, c'est vrai qu'Arte accompagne vraiment les auteurs dans le respect maximum du projet, du propos. Et là-dessus, on a eu vraiment que des débats qui étaient d'ordre dramaturgique ou de ressenti de lecteurs, de spectateurs, quoi. Et sinon, il laissait quand même libre cours à mes envies. De la société du spectacle à une société sans rire, Arnaud Malherbe, vous faites, vous, aussi, finalement, un grand pas avec cette dystopie, avec cette fantaisie, on peut le dire aussi, dans le temps, et vous tordez littéralement le réel. À quoi ressemblerait un monde où les hommes, les humains, ne plaisanteraient plus? Comment vous l'avez imaginé, ce monde? Je crois que c'est à la racine, en fait, du travail et du propos, c'était vraiment, je crois, issu d'une réflexion qui était que à partir du moment où on ne peut pas rire, c'est à ce moment-là où on a le plus envie de rire. Je crois que on a tous expérimenté ça dans des choses très concrètes, un enterrement, en classe, ou devant des hommes politiques. Enfin bon, voilà, il y a vraiment une quantité de situations dans lesquelles. Donc ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Tout simplement à tu me tiens. Par exemple, je te tiens, par la barbichette. On dit ne ris pas, je vais vous faire rire. Vous voyez. On va essayer d'ailleurs. Et donc c'est parti de ça. Et puis évidemment à cette idée-là, donc autour de laquelle je tournais depuis de nombreuses années, c'est agréger juste l'observation de certains mécanismes dans la société et de choses dont on ne peut plus rire ou on ne peut plus rire d'une certaine manière, et parfois c'est une très bonne chose. Et en même temps, tout ça est très complexe, c'est-à-dire que c'est un mélange d'observation d'une forme de ce que certains appellent le wokisme, et aussi d'une forme de bien-pensance, bienséance, mais qui sont encore des tartes à la crème comme concept. Néanmoins, beaucoup de gens considèrent qu'on ne peut plus rire de ci, de ça, qu'on pouvait plus se rire avant, en quoi je ne suis pas d'ailleurs exactement d'accord, mais toujours est-il que c'était un bain dans lequel en fait surnageait plein de thématiques sur l'interdit, sur qu'est-ce que c'est que être bienveillant à l'autre, est-ce que quand on rit forcément de l'autre, est-ce que quand on rit on s'affranchit du pouvoir et de l'autorité. Enfin c'est aussi par exemple toute la thématique travaillée dans le nom de la rose de Eco. Si on rit, si on commence à rire, c'est qu'on commence à pouvoir rire de Dieu. Et donc voilà, donc c'était et surtout qui était important pour Marion Festretz, la co-créatrice de la série, et moi-même, c'était que si on attaquait entre guillemets cette thématique, il fallait pas en faire quelque chose de sentencieux. Et donc il fallait être dans la fantaisie et la farce. C'est pour ça qu'on tenait à faire une farce dystopique en fait. Et donc de pousser aussi tous les curseurs pour avoir une vraie fantaisie et un vrai univers parallèle presque, qu'on a travaillé dans les décors, dans les costumes, à l'image, presque dans la façon de vivre, de se déplacer, de fonctionner, et puis après de pousser juste les choses qui nous amusaient nous. C'est-à-dire on se dit, si on ne peut pas rire, qu'est-ce qui se passe par exemple avec les enfants ? Avec les enfants, quand ils rient, on leur met un casque quand ils rient. Voilà. On écoute l'extrait. Ne pas rire, ne pas se déguiser, ne pas imiter, et surtout ne pas rigoler. Attention, Max, mon chéri, pas de représentation d'humain. On ne dessine pas les gens. On n'offense personne, on est d'accord ? Oui, je fais des poules. Les poules, ça va ? C'est bien, les poules. Max, est-ce que tu veux bien raconter à papa et maman ce qui t'est arrivé à l'école ? Le petit incident qui nous réunit aujourd'hui ? C'est pas moi qui ai commencé. Personne ne juge personne, Max. Nous sommes là pour comprendre et réfléchir ensemble. On t'écoute.
C'est Jérémy. On était dans la cour de récréation et on a fait une figure de la maîtresse. C'est-à-dire? Bah, la maîtresse, elle a un peu une tête de grenouille. Donc on l'a imitée, comme ça. Vous en faites pas, j'ai l'habitude. Et ensuite? On a un peu rigolé. C'est bien de verbaliser. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Une grimace. Les autres, ils sont allés le dire à la maîtresse. Mais ils ont eu raison. Ils veulent t'aider. Le problème, c'est que ça fait la 2e fois en 15 jours, Max. Mais c'est pas que moi, c'est aussi Jérémy. Ne t'en fais pas pour Jérémy, tu ne le verras plus. Il a changé d'école. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Que c'est pas bien. C'est même interdit. Tu es encore petit, Max. Ça arrive. Nous, les grands, on est là pour t'apprendre. Si tu habitues ton corps à ces choses, ça fait comme un petit poison qui entre en toi et dont tu auras besoin encore et encore. Tu risques de te moquer des autres, de ricaner comme ça pour rien tout le temps. Et ça, c'est la jungle humaine. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut? Le respect et la bienveillance. Bah oui, c'est ça, mon chéri. C'est exactement ça. Extrait de la série Rictus, coécrite et réalisée par Arnaud Malherbe pour OCS, à voir prochainement. Rictus, c'est marrant comment le malaise est encore plus grand quand on touche aux enfants sur ces questions-là, à l'innocence, à la spontanéité, au jeu qui fait partie même de cet âge de la vie. Hein. Et c'est encore plus flippant quand on l'écoute à la radio et qu'il n'y a pas les visages des comédiens qui nous font rire. Mais c'est intéressant d'ailleurs comme expérience. Oui, bien sûr, parce que le rire, c'est évidemment le territoire d'une forme d'innocence, d'une forme de spontanéité, et donc qui est forcément lié à l'enfance. Et de toute façon, à partir du moment où on s'attaque aux enfants, quelle que soit la thématique, il y a tout de suite une capacité d'empathie du spectateur et de l'auditeur. Donc oui, et en même temps, c'est la façon la meilleure, j'ai l'impression, de parler des limites et de parler de la thématique, c'est-à-dire de se dire... Oui, donc si on interdit le rire, si on dit il ne faut pas rire de ça, il ne faut pas rire de ci, eh ben ça s'applique à tout le monde. Donc oui, ça s'applique aussi aux enfants. Et c'est là, en fait, qu'on est dans quelque chose qui est l'expression la plus flamboyante du ridicule et de l'absurde. Vous avez beaucoup ri sur le tournage. Il a fallu faire plusieurs prises à chaque fois. Oui. Parce que finalement, quand on interdit de rire, on a tout le temps envie de rire. On a tout le temps envie de rire. Et puis, on était quand même avec vous êtes bien entouré, une bande, c'est ça, de gens qui n'étaient pas exactement des gens sinistres. Oui, vous n'avez pas cité tout à l'heure, mais je peux citer aussi Youssef Hadji, Ophélia Kolb, Anne Charrier, voilà, donc Eddie Leduc, plein de comédiens formidables. Et voilà, et dans l'extrait, c'était Lison Daniel. Hein, exactement. La psy qui joue dans cet extrait que j'ai cité tout à l'heure. Et Constance Zolé, et emmener tout ce petit monde-là par Fred Testo, qui est sur un plateau comme dans la vie, c'est-à-dire magnifiquement intenable et drôle. Donc oui, c'était une expérience, d'autant que donc je sais pas si on l'a bien compris au début, mais il y a donc ce qui existe dans cette société-là, c'est un rictus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut pas rire, il y a une contraction en fait des émotions ou des muscles. Il faut qu'on fasse autre chose. Donc du coup, il y a un rictus, comme une grimace en fait, qui permet de calmer son émotion ou son désir de rire. Donc j'ai demandé à chaque comédien de s'inventer un rictus. Donc chacun a inventé une grimace différente. Sauf qu'évidemment, donc en situation, on les fait, et ça, on est vraiment des enfants à l'école, quoi. C'est-à-dire que ça tourne, et puis quelqu'un fait la grimace à l'autre, et voilà. C'était assez compliqué. De votre côté, comment vous avez dirigé vos acteurs, Joris Goulnok? C'est-à-dire par quoi passe, ou pouvait passer, ce sens de l'absurde, du décalage que vous vouliez pour cette série Canis Familiaris, alors qu'ils sont revêtus, déguisés, de costumes, de chiens, qu'on ne voit que leur visage. Comment vous avez travaillé pour qu'ils aient à la fois les postures, des postures canines, et en même temps des émotions humaines? Eh bien, en réalité, le dispositif en lui-même apportait suffisamment de décalage, et moi, je me suis méfié de l'écueil que ça pouvait représenter, à savoir si je jouais trop du chien, alors que j'ai déjà une représentation un peu loufoque. J'avais peur que ça fasse un peu de l'huile sur du beurre, quoi. Ça fasse un peu trop gras. Du coup, je leur ai quand même demandé de limiter les attitudes de chien, notamment pour éviter ça, et surtout, c'était pas évident de créer une unité
Est-ce que tel comédien est capable de bien le faire? Et celui-là, est-ce qu'il le fait de la même manière? Donc, c'était quand même un piège, en plus du fait que j'en voulais pas trop. Après, ce qui fait très chien chez eux, c'est certaines parties de leur compréhension du monde, en fait. C'est les limites de leur connaissance. Il y a un personnage, à un moment donné, il parle des humains. Du jour où ils avaient trouvé un nid de frelon, pour lui, ça lui semble absurde de pas avoir essayé de le manger avant d'appeler les pompiers. Donc, en fait, ce qui fait très chien chez eux, c'est ce qu'ils comprennent du monde. Est-ce qu'ils n'en comprennent pas? Est-ce qu'ils n'en comprennent pas du monde des humains, justement? Alors, à part les frelons, qu'est-ce qu'ils n'en comprennent pas? Disons qu'ils vivent dans un monde... donc, ils vivent sur un golf. Hein, ils peuvent aller librement sur ce golf quand les humains sont au travail. Et donc, Max il a des envies d'ailleurs. Lui, il se sent enfermé. Et il pense que de l'autre côté de l'autoroute, il y a quelque chose. Alors nous, humains, en effet, on le sait, mais eux, ils savent pas trop, quoi. Et il y a d'ailleurs l'histoire de Romulus, un de ses prédécesseurs, qui est mort sur l'autoroute parce qu'il voulait attraper un avion. Donc il courait, il regardait en l'air, et puis il s'est pris une voiture, en fait. Donc il y a plein de petits endroits comme ça, où il réalise pas qu'attraper un avion, c'est impossible. Et surtout, ils ne comprennent pas ce que c'est la télévision, pourquoi on ne peut pas faire des trous, pourquoi finalement les chats on doit les respecter. Ils s'accommodent comme ils peuvent des règles des hommes, mais ils ne les comprennent absolument pas. Alors, voyons voir justement quand un chien rencontre un chat devant votre caméra. Extrait de Canis Familiaris. On fait quoi exactement là? On attend quoi? On va le manger. C'est interdit. Bah voilà. Une fois de plus, tout le monde pose des questions et moi j'ai pas le droit. Mais non, mais toi t'as pas le droit, Rocky, c'est pour ça. Bah c'est ce que je dis. On attend qu'il se déplace pour le suivre. Et s'il bouge pas? Parce que les chats, je les connais, hein, ça bouge quand même relativement très très peu. Bon, c'est moi qui décide, non? D'accord? Donc pour l'instant, l'activité c'est ça, on regarde le chat. C'est pas une activité. Mais quoi, c'est vrai, regarder, c'est pas vraiment une activité en fait. Regarder, c'est une activité. C'est l'activité de regarder. Non, regarder, c'est... comment dire? Regarder, c'est un truc qui se produit quand on a les yeux ouverts. On fait pas vraiment quelque chose. Bah si, on regarde. C'est de la chasse en fait, plus. On attend patiemment et après on suit la piste. Ouais, mais dans la chasse, normalement, quand on voit la proie, on l'attaque. Et là, on la voit. Ou quoi? On l'attaque? Non, on l'attaque pas. Je veux savoir où il va. Il connaît un endroit secret. Un endroit merveilleux. Une terre d'aventure nouvelle. Bon, évidemment, là, il va chez moi, donc c'est complètement nul. Voilà cette fable avec des animaux presque humains, des chiens humanoïdes, imaginés par notre invité Joris Goulnock, qui est à voir sur Arte, là aussi tout prochainement, arte.tv, à partir du 28 mars, pour cette série française Canis Familiaris, présentée à Sérimania dans la catégorie format court. Avec nous, deux invités, Arnaud Malherbe et notre deuxième invité qu'on vient d'entendre, Joris Goulnock, qui est avec nous à distance, chez nos amis de France Bleu Gironde. France Culture, bienvenue au club. Olivia Gesbert. Dans Canis Familiaris, on entend parler, Joris Goulnock, d'humour anglais. Quelles sont à l'un et à l'autre vos sources d'inspiration? Qu'est-ce qui vous fait rire, Joris? Alors, c'est vrai que c'est une série qui est plutôt bavarde et la comédie se cache un petit peu dans des petits détails de dialogue. C'est vraiment de la très grosse situation, ou en tout cas c'est de la situation humaine. C'est des gens qui se démènent avec une situation, mais pas tant avec des choses folles qui leur arrivent. Ça se joue à l'échelle du dialogue. Moi, j'ai un peu de mal, en vrai, à savoir ce qu'il y a d'anglais dedans. C'est ma façon d'écrire. Et pour venir à la question de ce qui m'inspire, moi, ce qui m'inspire, c'est surtout ce que je vois dans ma vie de tous les jours, dans le monde associatif, à l'école, de mes enfants, ceux qui sont d'accord pour faire ça, pas d'accord.
en fin de compte, Canis Familiaris, ça passe d'un truc qui est à l'œuvre un peu dans nos sociétés. C'est ces deux forces qui s'opposent, qui sont le bien collectif et les petits besoins individuels. Et c'est ça qui rend difficile le fait de faire société. Et c'est de là qu'émergent tous les comportements un petit peu pathétiques, un petit peu petits, où on essaye de tirer un petit peu la couverture à soi pour jouer sa carte. Et en fait, c'est ça qui me plaît. Et je l'observe un peu au quotidien, dans le monde associatif, dans mon entourage. Quand je fais du sport, ça se voit un peu partout, quoi. Ou dans l'entreprise, quand j'étais dans l'entreprise par le passé. En fait, moi, je trouve que c'est un creuset de comédie. Pour vous deux, finalement, la série n'est pas tant un exercice pour le coup politique qu'anti-politiquement correct. Vous pouvez dire et signer presque la même suggestion qu'Arnaud Malherbe avait tout à l'heure, concernant Rictus, sa série. Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Pour vous aussi, la série n'est pas tant un outil politique, militant dans ce sens-là, mais il y a un côté très anti-politiquement correct dans vos deux séries, Alors disons que oui, moi j'essaie pas de porter de propos. C'est des petites observations. On va soulever plutôt des questions. Et d'ailleurs dans cette série-là, il n'y a pas vraiment de méchant. Il n'y a pas quelqu'un qui incarne ce qui est en dehors de nos valeurs et quelqu'un qui incarne nos valeurs. C'est des gens qui essaient juste d'améliorer leur sort dans une situation de crise et dans le nouveau monde à venir, qui essayent de prendre la part la plus favorable du récit commun, en fait. Et donc, tout le monde est un peu représenté, sans l'être vraiment. Le propos est pas au centre de l'envie d'écrire cette série, quoi. Arnaud Malherbe, sur vos influences. J'étais en train d'y réfléchir. Et c'est compliqué toujours sur le truc... Est-ce que ce qui nous a fait rire, c'est ce qu'on a envie de reproduire ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, on est constitué de 1000 choses. Et c'est pas simplement des choses qui sont en lien avec la comédie, c'est aussi des choses qui sont en lien avec des lectures, avec d'autres types de films, et qui sont des grandes références. Je pense à Brasil, ou en tout cas tous ces désirs de monde imaginaire et de dystopie. Voilà. Donc, je pense que ce qui nous a plutôt mené quand on a fabriqué Rictus, c'était plus l'idée de créer un monde et d'aller au bout de cette logique-là, de pousser ces curseurs-là. Et donc, c'est presque une mécanique de récit et de fiction qui nous a menés. Et aussi, je pense vraiment, et je trouve que dans la série de Joris, c'est la même chose, c'est le désir en tout cas le fait que nous ayons fabriqué ce qui me semble, moi, être un prototype. Et je trouve, et c'est pour ça que j'aime bien aussi la série de Joris, c'est que c'est quelque chose qui, de mon point de vue, manque pas mal dans la création française, ces espaces. C'est quoi un prototype ? Un prototype, c'est l'inverse d'un stéréotype, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas manufacturé, qui n'est pas reproductible et qu'on ne voit pas toutes les semaines. Et il me semble que quand on a des terrains de jeu comme Arte ou comme OCS, on a la capacité à développer dans une forme de liberté des moyens d'expression, de développer un univers, un type de jeu, un type de propos qui vont être réussis, pas réussis. Après, c'est aux gens de le dire, c'est aux spectateurs de l'aimer, de rire, d'être ému ou pas. Mais on est sûr qu'on n'est pas en train de regarder un énième type qui trouve un cadavre avec une bande de police autour, quoi. Deux prototypes à partir d'archétypes en même temps. C'est ça qui est aussi intéressant. Mais vous parlez là de la liberté de création. On sait que dans les séries aussi, il reste quand même la question de la contrainte financière. Ça va, ça vient, ça arrive tout doucement avec ce phénomène qui est aussi en train de se jouer un peu partout dans ce monde des séries. Vous serez tous les deux à Sérimania. Quelle est pour vous aujourd'hui la terre d'élection des séries, là où les créateurs ont le plus de liberté ou d'imagination ? Vous voulez dire en termes de pays ? Ça, c'est une vaste question. Je pense que la vérité, elle est à l'intérieur de chaque espace, parce que on pourrait imaginer que chez les anglo-saxons, chez les Américains, qui sont entre guillemets tenus par l'argent, y ait une obligation à faire des choses moyennantes, et c'est pas du tout le cas. C'est eux qui produisent les choses les plus saillantes, les plus folles. Mais après, si comme ça, pour répondre. Et vous regardez des séries quoi ? Non, ce que j'allais vous dire, à brûle pour point, je vous dirais, oui, des séries nordiques et des séries israéliennes, quelques séries françaises aussi. Moi, je pense qu'il faut pas du tout avoir honte de nous-mêmes non plus. Et après, je pense que c'est aussi une question d'appétit de chacun. Voilà, on n'est pas de. Je pense pas qu'il y ait deux pays de cocagne, en vérité.
Mais en revanche, il y a à l'intérieur de chaque pays, il me semble, des espaces de vie et de création et de liberté qui sont pas énormes non plus. Mais c'est la force aussi des plateformes aujourd'hui, c'est de permettre à des séries du monde entier d'être vues dans chaque pays, et donc à travers cette mondialisation de la série aussi, de découvrir d'autres cultures du cinéma et de la série. D'ailleurs, le cinéma, la série, vous qui avez pratiqué les deux, Arnaud Malherbe notamment, est-ce qu'on va de plus en plus passer de l'un à l'autre? Est-ce que vous redoutez aussi en même temps la concurrence de cinéastes un peu signatures qui ont déjà un nom, comme Cédric Clapiche, qui présentera d'ailleurs ce soir à Lille en ouverture de Série Mania sa première série Salade grecque, dans l'esprit de son auberge espagnole? Vous posez la question, c'est est-ce qu'on a peur qu'ils nous prennent notre travail? Oui, c'était ça. Non, pas du tout. La question, évidemment, se pose pas en ces termes-là. Moi, je trouve ça magnifique. Au contraire, il n'y a absolument plus aucune frontière, aucune barrière. C'est fini. Et je pense que dans la mentalité des jeunes réalisateurs, même plus jeunes que moi, je veux dire, cette question ne se pose plus énormément. Après, je pense que chaque médium a son terrain d'expérimentation et de création, et qu'il y a des choses qui peuvent ne se faire que en cinéma, et où c'est le terrain de cette expérience-là, et des choses qui ne peuvent se faire qu'en série. En revanche, évidemment que de nombreux réalisateurs aujourd'hui sont en capacité et ont le désir de voyager d'un médium à l'autre. Je crois que c'est fini la distinction. Joris Goulnock, le mot de la fin, où regardez-vous aujourd'hui? Alors moi je regarde un peu partout, comme Arnaud. Par période, moi j'attends la fin d'une année qu'on me dise ce qui a été notable, et je le regarde, parce que l'offre elle est quand même énorme. Et mais je trouve que ce qu'ont les Américains, c'est qu'ils sont capables de faire des trucs avec une surface, une ampleur incroyable, sur des idées qui sont très simples. Ils ont cette capacité à prendre quelque chose où, si par exemple moi je le lis au départ, je me dis bon oui, peut-être que je l'ai déjà vu. Et eux, ils sont capables d'en faire des choses incroyables. Merci. C'est le cas dans d'autres pays. Oui, on regardera un peu partout. Oui. Canis Familiaris, c'est de vous, c'est sur Arte. On va se terminer avec quelques notes de la BO de votre série. Merci aussi beaucoup à Arnaud Malherbe pour Rictus, à voir prochainement sur ECS. Bon festival à tous les deux.